France Maghreb 2. À la une du LGF pour ce mercredi 21 novembre avec cette question du jour. En visite d'État en Belgique, Emmanuel Macron a plusieurs fois été interrogé sur ce mouvement de contestation sur lequel il avait jusque-là laissé le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur monter au front. Doit-il prendre la parole pour parler aux Gilets jaunes? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Éducation, à partir de la rentrée 2019, les Marocains, Algériens et Tunisiens vont-ils rester 3 des 5 plus importants contingents d'étudiants étrangers en France? Pas sûr, puisque les frais d'inscription à l'université vont augmenter pour les non-européens. On y revient. Asdin Taibi, maire d'Estaing, annonce dans le Bondi Blog porter plainte contre l'État pour que le 93 ne soit pas oublié de la République. Nous en reparlerons avec Audrey Pronosti, journaliste au Bondi Blog, mais aussi chroniqueuse dans le LGF, qui a recueilli son témoignage à suivre tout à l'heure. C'est parti pour le LGF. Je vous en souhaite la bienvenue et une bonne écoute. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans quelques minutes, Faiza Ben Mohamed et Nadir Kaya. Le LGF, le grand forum, votre talk de fin d'après-midi tous les jours, 16h, 18h, France Maghreb 2, c'est la radio, la bonne station sur laquelle il faut se caler, ne plus bouger, au moins jusqu'au 18h, voire plus évidemment. Avec aujourd'hui, Faiza Ben Mohamed, notre niçoise. Comment va-t-elle aujourd'hui sous la pluie? Elle va très bien, ouais, sous la pluie, ouais, tu fais bien de le préciser, mais voilà. Ça va quand même. Nous on a le soleil, nanana. Avec Nadir Kaya aussi, salut Nadir. Salut Christophe, salut à tous. Faiza. Salut Nadir. Voilà, j'aime bien quand ils se disent bonjour entre eux. C'est parti donc jusque 18h sur France Maghreb 2, on a un programme chargé les amis, on va parler de satellites. Vous savez que la France et le Maroc ont lancé un satellite ensemble cette nuit? Ah, moi j'avais pas suivi cette affaire. Ah bah voilà, eh bien on sera tout à l'heure avec un grand monsieur, un spécialiste, un expert au Maroc tout à l'heure pour nous parler de cette... Quoi comme satellite? Quel type de satellite? Un satellite Mohamed 6B, pardon, Mohamed 6B, pardon, qui a été lancé en Guyane française. D'accord, militaire, civil, quel type? Non, il a pour vocation de faire, c'est plutôt d'un titre d'information. C'est le deuxième satellite que lance le Maroc visiblement, oui. Et on lancera, et ça s'est fait donc avec la France cette nuit. Donc à 2h42 je crois très précisément, Guyane française, heure locale bien sûr. On parlera messieurs dames de Asdin Taibi, le maire d'Estaing, parce qu'il a fait quelque chose d'assez incroyable. Il a porté plainte contre l'État pour que le 93 ne reste pas dans l'oubli. Voilà. Et on en reparlera avec Audrey Pronosti, qui est journaliste au Bondi Blog, puisque c'est elle qui a écrit l'article, qui a recueilli en fait cette interview, et elle nous expliquera comment ça s'est fait, comment il en est venu à parler, à révéler cette information. C'est une information exclusive Bondi Blog. Audrey Pronosti, qui je le rappelle est également chroniqueuse dans le LGF. Et oui, nous on prend les meilleurs, pardon. Avec bien sûr le sujet à la une. Eh bien devinez quoi, on va parler de qui? Bah d'Emmanuel Macron, forcément. Il est encore président de la France. Rappelons-le, hein, ça peut toujours servir, n'est-ce pas, Faiza? Faiza? Ah, bah alors le problème c'est que j'ai coupé Faiza. Voilà, j'ai fait une bêtise. Ça peut arriver. Ah, c'est à cause de toi, Nadir? Si tu veux. Ouais. Si ça peut aider. Bon, le temps que je rétablisse le truc, cher Nadir, un petit mot sur Emmanuel Macron qui est parti en Belgique. On le verra. Il a été pris à partie pour justement savoir un petit peu comment ça se passe. Il déroge pas d'habitude à la règle de ne pas vouloir commenter l'actualité politique, sauf que là, il s'est laissé un petit peu avoir. Mais si tu veux, ça va être son lot quotidien maintenant. Il sera pris à partie par beaucoup de gens dans la rue ou ailleurs, parce que la situation est telle qu'aujourd'hui on est dans une situation critique. Après, moi je suis pour un président qui ne soit pas omniprésent, donc qui ne réagisse pas à l'actualité, notamment par rapport aux gilets jaunes. C'est pas plus mal. Je pense qu'il doit se faire discret et plus être dans les directives que dans les explications et les commentaires qui ne servent à rien. Au gouvernement de travailler et de s'atteler à régler les problèmes de fond et la situation notamment par rapport aux gilets jaunes. Ouais, en tout cas, vous pourrez nous donner votre avis dans un instant, bien sûr, sur France Maghreb 2, en direct, bien sûr, sur France Maghreb 2, 08 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. On a retrouvé notre Faiza nationale. C'est moi qui ai fait une bêtise, Faiza. Ah, je pense, ouais. Oui, non, je te le confirme. Alors, voilà, j'étais un petit peu perturbé pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti donc, notre sujet à la une, c'est Emmanuel Macron qui est parti en Belgique. Il a parlé des gilets jaunes.
Emmanuel Macron refuse de s'exprimer sur le mouvement des Gilets jaunes. Il se retranche derrière sa règle de ne pas commenter l'actualité intérieure, la politique intérieure quand il est en déplacement à l'étranger. La règle que j'ai fixée pour les déplacements, donc je n'y répondrai pas. Contrairement à ce qu'il avait annoncé hier, Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, a fait un commentaire sur cette mobilisation des Gilets jaunes en France. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Mais la stratégie, c'est d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et d'autre part d'avoir un accompagnement des plus modestes avec une aide à la conversion. Il le fait régulièrement, Emmanuel Macron, lorsqu'il se déplace. Voilà, donc c'est Emmanuel Macron donc qui s'exprimait sur bien sûr les gilets jaunes. Tu le vois, Nadir, il a un petit peu dérogé à la règle d'où aujourd'hui. Donc cette question que l'on vous pose aujourd'hui, donc c'est de savoir si, bien entendu, il doit s'exprimer. C'est la question qu'on pose parce qu'il a laissé jusqu'alors le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur s'exprimer sur le sujet, sur les gilets jaunes, sur ce mouvement qui a pris quand même un ampleur samedi dernier avec beaucoup de blocages à travers la France, plus de 2000 en tout cas. Est-ce que selon toi, Nadir, le président de la République doit s'exprimer maintenant ? Non, comme je te disais tout à l'heure, moi j'étais agacé par le fait qu'il soit omniprésent pendant une période à traiter tous les sujets. Moi je suis pour qu'un président ne soit le plus discret possible, qu'il fasse vraiment un travail de fond et qu'il délègue à qui de droit, notamment à son Premier ministre et à tout le gouvernement, que ces gens-là soient réellement actifs sur les dossiers concrètement, et également aux parlementaires éventuellement de réagir. Mais je ne suis pas pour que le président réagisse à toute l'actualité, même si celle-ci est importante parce qu'elle concerne beaucoup de Français. Faiza, est-ce que le président de la République et vous êtes aussi appelés à contribution, messieurs dames, 01 40 33 9000, on a vu ce que ça a donné, on voit que le mouvement est en train de se radicaliser quelque peu. Alors, ce que j'observe, moi, c'est que les chaînes d'infos qui ont mis le paquet, ont fait des éditions spéciales tout au long du week-end, avec les rassemblements, etc., sont en train de dire aujourd'hui que le mouvement s'essouple. J'ai plutôt envie de dire que le mouvement se radicalise, Faiza. Je sais pas si tu partages mon avis. Oui, carrément. Moi, j'ai un avis très tranché. On en parlera tout à l'heure sur la question. Mais est-ce que le président doit s'exprimer selon toi maintenant ? Non, mais le président, c'est pas qu'il doit s'exprimer. Déjà, il faut que même les membres du gouvernement arrêtent avec leurs éléments de langage à nous prendre pour des idiots, à nous expliquer que la transition écologique, que blablabla, et que c'est le prix du baril qui fait augmenter le prix des carburants à la hausse. Je pense qu'Emmanuel Macron doit annoncer des mesures pour faire baisser ses tarifs, pas s'exprimer pour s'exprimer et nous balancer encore un énième élément de langage pour nous dire oui, vous avez, ok, on comprend, mais non. En tout cas, sachez que donc la fermeté et la détermination, c'est la ligne en tout cas directrice avancée par le gouvernement. Emmanuel Macron, je le rappelle, était jusqu'ici resté muet sur ce dossier des gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui en fait, jusqu'à hier lors d'un déplacement en Belgique où il a finalement consenti à commenter les actualités intérieures, ce qu'il s'interdit d'ordinaire lorsqu'il est à l'étranger. Il n'avait pas l'intention de parler des gilets jaunes. Interrogé en tout cas au premier jour de sa visite en Belgique, le chef de l'État a d'abord sèchement répondu à un journaliste qui lui a posé la question. Je répondrai en temps voulu, mais ça n'est pas le lieu aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour la petite réponse sèche. Mais le sujet était inévitable. Il a été abordé par un étudiant de l'université catholique de Louvain lors d'un débat. Alors Emmanuel Macron s'est expliqué et il a dit ceci, écoutez. Le gouvernement est aujourd'hui en effet confronté là-dessus à des protestations et c'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain. Alors, le président l'a réaffirmé ensuite devant la communauté française, la transition écologique est un objectif prioritaire et elle nécessite, selon Emmanuel Macron, écoutez. Une politique de réduction massive des émissions pour les particuliers, les entreprises et la production d'énergie, avec les bonnes incitations. Et donc une politique d'accompagnement qui s'adapte, c'est tout le débat que nous avons en ce moment, qui prend parfois des tours passionnés. Alors, cher Faiza, ça te convainc le propos d'Emmanuel Macron jusque-là ? Non, ça me convainc pas du tout. Je te disais tout à l'heure, pour moi, ça reste des éléments de langage. Je pense il se fiche pas mal de ce que le peuple revendique en fait. Doit-il s'exprimer ? C'est la question que l'on vous pose, cher Nadir, cher Faiza. Facebook pour voter, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. Les résultats sont sans appel sur Facebook, 84%. Qu'est-ce que ça donne sur Twitter, mon cher Nadir ? 65% de oui et 35% de non.
65% de gens qui pensent qu'il faut qu'ils s'expriment. Quand on demande aux auditeurs est-ce qu'il faut qu'ils s'expriment, c'est à la télé évidemment, dans un discours solennel peut-être, j'ai envie de dire à 20h, voilà, comme l'a fait le Premier ministre dimanche d'ailleurs au lendemain, vous vous en souvenez de cette première journée de mobilisation. Est-ce que vous constatez comme les chaînes d'infos, comme les rédactions, que le mouvement est en train de s'essouffler, Nadir? Essoufflé, je sais pas. J'ai l'impression qu'il mute un petit peu parce que c'est un ras-le-bol qui est général, et à partir de là, je pense qu'il y a différentes forces qui vont d'une part s'opposer, mais des forces aussi qui vont émerger pour imposer une lutte par rapport à une autre. Mais je pense qu'il prend des proportions différentes, et maintenant, je pense que le gouvernement doit être très méfiant, parce que quand on n'a pas de leader en face ou de revendications directes, ça sème le trouble, et pour des politiques comme eux, aguerris, malgré qu'ils sont encore un peu novices dans certaines pratiques, je dirais qu'ils sont un petit peu en panique, parce que ça part dans tous les sens, et on a vu aussi des manipulations, notamment de l'extrême droite, à travers certaines mobilisations un peu bizarres, et aussi des événements violents. Donc ils ont quelque part intérêt à réagir, parce que ça risque de partir dans tous les sens, et quand ça part dans tous les sens, en général, ça peut faire très mal. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron vous répond à vous, Nadir, Faiza, auditeurs, auditrices, à ceux qui le critiquent. Il se permet ce rappel. Nous aimons les débats théoriques et nous délaissons trop souvent les travaux pratiques. Et ceux-là même qui étaient pour les débats théoriques, on ne les voit plus quand il faut mettre les mains à la paillasse. Les transitions sont dures parce qu'elles supposent de changer les habitudes. Et en aucun cas, la transition écologique ne saurait se faire au détriment de la transition sociale. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds, cher Faiza, Emmanuel Macron? Faiza? Bon, elle lui répond rien, visiblement. Elle est restée très silencieuse pour le coup. Je sais pas ce qui se passe encore. On va voir, en tout cas. Une promesse d'accompagner les plus modestes, c'est ce qu'il a rappelé Emmanuel Macron, cher Nadir. On va voir ce qu'il en est avec notre auditeur qui nous attend depuis les Ulysses. Salut, je crois que c'est Hicham. C'est ça, ouais, exactement. Salam à tous. Salam Hicham, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah très très bien, ouais. Alors, on t'écoute. Alors, moi, cette histoire de taxer les énergies fossiles pour la transition écologique, cette histoire à faire dormir les enfants, faut qu'il arrête. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, je vois les super-tankers, tout ce qui est aviation, tout ça sont exonérés de taxes. Et pourtant, c'est les plus gros pollueurs. Je crois qu'un super-tanker, je sais plus combien ça équivaut en termes de véhicules, de voitures. Donc, à partir d'un moment, si réellement c'est vraiment la transition écologique sur laquelle il veut taxer, bah, qu'il commence par taxer ces super tankers qui en même temps passent près de nos côtes et je crois relâchent du soufre et des pas mal de cochonneries. Donc qu'est-ce qu'il fait pour tout ça en fait? Au lieu de taper chez nous, essentiellement chez nous. Très bien, bah merci beaucoup en tout cas pour ton commentaire, cher Hicham des Ulysses. Est-ce que selon toi donc Emmanuel Macron doit s'exprimer ou pas à la télé? Ah mais bien sûr, il doit s'exprimer. Il y a un mouvement de contestation qui n'est pas que celui des gilets jaunes. Il y a les infirmières, il y a quand même les ambulanciers. Il y a beaucoup de conflits, ouais, effectivement. Faut pas que ça soit noyé dans les gilets jaunes. Il y a différents problèmes. Là, faut qu'il prenne le temps de s'exprimer quand même. Faut qu'il prenne le temps et qu'il arrête de nous raconter des salades du genre oui la transition écologique. Non, faut qu'il soit sérieux et qu'il dise les choses comme elles sont. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Hicham, à très bientôt du côté des Ulysses. 01 40 33 9000 évidemment pour vous exprimer bien sûr et nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr comme chaque jour dans cette émission. 01 40 33 9000. On rappelle que vous pouvez voter sur Facebook et Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Emmanuel Macron qui lui prône le dialogue, je le rappelle, et la pédagogie politique selon l'expression consacrée. Édouard Philippe qui lui appelle à maintenir le cap, de quoi décontenancer légèrement les députés de la majorité qui ne sont pas tous d'accord sur la manière de gérer cette crise des gilets jaunes et qui peinent à trouver une réponse à cette question qui s'invite dans les débats depuis samedi et le début des manifestations. Comment sortir finalement de cette crise des gilets jaunes, se réinventer pour mieux gouverner, formule plutôt qui plaît aussi à Sonia Crimi qui est une députée de La République En Marche qui n'hésite pas à tacler l'absence
sens politique des membres du gouvernement dans cette crise. Écoutez Sonia Crimi qui se fait remarquer à chaque fois par un discours un petit peu à l'inverse de ce que l'on peut entendre dans l'ensemble du parti. Ils sont très très bien, mais qu'ils fassent un petit peu de politique aussi. Ça veut dire quoi? Aller plus sur le terrain? Parler plus le langage des Français. Parler plus de langage des Français pour Sonia Crimi, cher Nadir Kaya. On l'a interrogé, on a été à son bureau et c'est vrai que c'est une femme qui vraiment a un parcours atypique, Sonia Crimi, et qui nous vient du Nord et qui avait obtenu donc un bon score aux législatives. T'as raison, elle a raison. Ah non, mais elle a totalement raison. Et puis elle est dans son rôle. Je rappelle que Macron et son équipe, ils nous vendaient un monde nouveau, différent, pour essentiellement constituer de la société civile. Donc c'est le cas de beaucoup de parlementaires. Donc si c'est juste pour faire de la figuration et dire qu'on a fait, ça c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Maintenant, il faut tenir compte de cette diversité et de tous ces potentiels de la société civile, à travers d'une part leurs remarques, mais leurs propositions, mais surtout de mettre en avant leurs idées et notamment tenir compte de leurs remarques, parce que ils sont à l'image du peuple, ils sont divers dans leur composition, dans leurs compétences, mais au-delà des mots, lui-même qui disait qu'il fallait arrêter de tenir des mots, qu'il fallait se mouiller, il doit se mouiller en tenant compte de sa majorité, notamment de tous ces députés qui sont à l'image de la société civile. Est-ce que notre Faiza est là, parce qu'on a quelques soucis techniques visiblement aujourd'hui, décidément, c'est peut-être la pluie. Normalement, là, Ouais, c'est bon. Impeccable. C'est peut-être la pluie sur Nice qui empêche une bonne liaison, je sais pas. Oui, alors c'est le froid parisien qui a. Oui, non mais dès qu'il y a un problème météorologique à Nice, plus rien ne va, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. On est avec Walid qui nous appelle d'où, Walid? De Paris. De Paris. Salut Walid, bienvenue à toi. Salut, salam alaikum. Salam. Alors on t'écoute, Walid. Est-ce que le président doit s'exprimer? Comment doit-il faire pour sortir de cette crise maintenant? Moi je pense que oui, il devrait s'exprimer. La première des choses, c'est qu'il devrait être transparent sur le vrai but de l'électrique aujourd'hui, de la transition énergétique. Ouais. Il faut savoir en fait que déjà que l'électrique ça pollue beaucoup plus que le gasoil. Et la deuxième chose en fait, c'est tu tiens ça d'où, Walid? Walid, c'est que tu tiens ça d'où que l'électrique polluerait plus que le gasoil? Je sais pas si vous avez regardé à la télé, mais il y avait eu la ministre de, je sais plus quelle ministre en fait, qui était en duplex avec une manifestante. Oui. Et qui avait sorti pas mal d'arguments en expliquant que ce qui était électrique polluait beaucoup plus que le gasoil et l'essence. Ouais. Et cette dernière, elle a même pas répondu, ni rien du tout. Même peut-être qu'elle avait pas les bons arguments. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens qu'il y a à peine 10 ans, on était dans la politique du tout diesel. Et aujourd'hui, on est dans la politique inverse, c'est-à-dire de dégager tous les diesels essence pour passer à la voiture électrique. Le problème, c'est que on s'est pas du tout adapté. Désolé de le dire, mais il n'y a pas beaucoup de bornes électriques. Et puis les voitures électriques, vraiment, ont une durée des batteries tu peux faire à peine 200 km. Pour quelqu'un qui utilise la voiture au quotidien, qui est plus commercial, qui doit faire tant de kilomètres par jour, c'est pas viable cette histoire. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on anticipe un peu trop les choses. On va trop dans la précipitation et peut-être que c'est bien effectivement de passer à l'électrique, pourquoi pas, mais on n'est pas prêt pour l'instant. Il n'y a pas les infrastructures développées pour ce faire. Mais c'est pas que ça en fait, parce que ça concerne pas que les voitures, ça concerne aussi les chaudières à fioul. Oui, exact. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'en France, c'est qu'en France on produit beaucoup d'énergie électrique, mais le problème c'est que cette énergie on peut pas la stocker. Et c'est pour ça en fait qu'on essaie d'obliger les gens en fait aujourd'hui à rouler à l'électrique, d'avoir des chaudières électriques, parce que si vous vous rappelez quand on a créé les APL, en fait les APL elles ont été créées quand on a essayé d'obliger les gens en fait à changer les radiateurs, d'avoir des radiateurs électriques. Ouais. Et les APL en fait c'était une aide pour que les gens puissent pouvoir payer leur facture d'électricité à la fin du mois. Ouais. Et la réponse elle est là en fait, c'est qu'aujourd'hui la France crée beaucoup d'énergie électrique. Et vu qu'elle ne peut pas la stocker, faire en sorte d'obliger les gens à consommer de l'électricité pour que cette énergie, en fait, elle soit pas gaspillée. Tu fais quoi dans la vie, Walid? Moi, je suis chauffeur VTC. Chauffeur VTC, d'accord. Je suis pas sûr qu'elle est simplement à ce problème-là, parce qu'elle revend une partie de son énergie. Après, il y a la perdition, notamment dans le logement, où il y a des problèmes sur l'isolation et compagnie. Mais je pense pas que ce soit un problème de stockage. Et c'est un problème d'anticipation, parce que tout à l'heure tu disais de précipitation, Christophe. C'est pas de la précipitation. La France, elle est en retard. Comment ça, c'est pas de la précipitation? C'est pas de la précipitation. Elle est en retard. C'est de l'anticipation. Oui. Elle a pas prévu les choses. Oui, mais elle se précipite à vouloir changer tout électrique. On n'est pas prêt. Non, mais elle veut
pas à se précipiter. Preuve en est, si tu dis aujourd'hui, et puis c'est contesté parce qu'il y a des comment dirais-je, pas des savants, mais des spécialistes qui te disent que l'essence consomme autant que le diesel. Ouais. Le vrai problème dans la voiture, c'est pas le pot d'échappement et son carburant. Le problème en termes de pollution, ne serait-ce que les disques et le freinage, les particules sont bien plus importantes que le pot d'échappement. Ça, c'est une réalité. Donc les gens l'oublient, ça. Ils sont focalisés là-dessus. Mais ne serait-ce, voilà, si aujourd'hui tu dis effectivement le diesel pose un vrai problème, bah, qu'on arrête. Il y a encore des constructeurs qui font du diesel. Donc ça, déjà, tu vois, c'est un faux problème. Quand on dit que... Mais dans ce cas, pourquoi on taxe pas le kérosène et les... Mais il y a plein d'autres, voilà. Des bateaux. Les Parce bateaux... on n'a pas de bateau électrique, on n'a pas d'avion électrique. Oui, mais il y a tout il y a tout un ensemble de secteurs. Où il y aurait des bateaux électriques et des avions électriques, bah, automatiquement, on taxerait les avions et les bateaux. Mais tout à fait, je te rejoins là-dessus parce qu'il y a même s'il y a le traité de Chicago qui fait en sorte que, la taxation du kérosène, tout ça, elle doit rester la même pour tous les pays. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, après c'est pas le cas, il y a la réglementation européenne. Et l'État perd beaucoup d'argent et il veut pas en perdre. Non mais ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Walid. À très bientôt, chauffeur VTC. Et dites donc, les VTC là, vous mettez pas en jaune. Vous rejoignez pas les gilets jaunes, vous? Bah après, moi personnellement, mettre un gilet jaune, je le mets pas, mais ouais, je manifeste, mais j'ai pas besoin de mettre un gilet jaune parce que je pense c'est encore mettre un groupe, parce que nous on représente les Français. Et là, avec gilet jaune, c'est un groupe et les Français. Donc, je préfère pas mettre de gilet jaune et aller manifester avec. Ok. Et puis ils ont assez manifesté, hein, les VTC. Hein. Moi, je sais pas. C'est bon. Il faut rouler un peu, les gars. Faut arrêter de faire la grève tout le temps. Hein. Non, je sais pas. Non, on la fait pas tout le temps. Moi, là, par exemple, je travaille. Parce que je suis obligé. J'ai des enfants, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges à payer, donc je suis obligé de travailler. Je peux pas manifester tous les jours. C'est bien, c'est la banlieue qui travaille. Je suis artisan, je peux pas poser d'RTT. Non. Ah oui, forcément. Donc, je suis obligé. Il y en a qui. Bon, bon courage et on salue tous les amis de taxi et VTC en tout cas. Salut Walid. Salut. À bientôt. Je sais pas, Faiza, tu prends le VTC quand tu viens à Paris? Non, franchement, non, c'est rare. Non. Nice-Paris, c'est un peu cher quand même. Non, mais pas de Nice, mais à Paris, dans Paris. Les systèmes Uber, tout ça, c'est vachement démocratisé. Vous en servez beaucoup. Enfin, moi, mes amis. Dans les grandes villes, ouais. Oui, c'est vrai. Tout le monde parle de Uber, machin. Alors que nous, à Nice, il n'y a pas autant, quoi. Et puis, c'est pas automatique dans notre esprit, quoi. Non, mais je connais un mec qui vient, et je vous jure que c'est vrai. Hein. Il y a à peine une heure, quelqu'un qui a pris un Uber pour faire 1,5 km. Franchement, c'est pas un peu abusé, non? Je me prononce pas là-dessus, je crois que mon frère il fait ça aussi des fois. Ah bah bravo. Bravo. Alors en tout cas, pour cette manifestation qui est prévue, je le rappelle, samedi, à Paris, le gouvernement insiste de son côté sur les débordements en marge du mouvement. On a appris hier soir le décès d'une deuxième personne depuis le début des manifestations, un motard qui avait percuté un camion qui tentait d'éviter un barrage hier dans la Drôme. Et puis ce mouvement des Gilets jaunes ne touche pas que la métropole, puisque dans l'île de la Réunion, il s'accompagne de violences urbaines et de pillages sans lien apparent avec le mouvement. Il entraîne toutefois depuis hier soir un couvre-feu qui doit durer au moins 3 jours. Voilà, c'est ce que l'on peut, ça chauffe sévère à la Réunion. Et pour être tout à fait complet sur ce grand rassemblement prévu à Paris samedi prochain, le gouvernement a interdit l'accès Champs-Élysées, Concorde, là où devait se dérouler finalement cette manifestation. C'est bien d'interdire à l'approche des ministères, de l'Élysée, etc. de manifestations. Alors ils disent que c'est pour des raisons de sécurité. Vous y croyez, vous? Ah, c'est pas bon signe, hein. Non. Le fait d'interdire des... Là, le but clairement du gouvernement, c'est que la manifestation n'atteigne pas les hauts lieux de pouvoir. Je pense que c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à faire éteindre quoi que ce soit. C'est pas avec ces procédés sécuritaires et hyper fermes qu'ils vont réussir à éteindre quoi que ce soit. Enfin, je pense que c'est une mauvaise idée. Ils auraient dû laisser les gens aller là où ils veulent. Hein. Non, mais ils font ça parce que la semaine dernière, ils ont été surpris en fin de compte par le fait que les gens se rassemblent comme ça spontanément et arrivent pas loin de l'Élysée et de Matignon. Donc c'est pour ça qu'ils prennent cette mesure dite de sécurité. Mais bon, en fin de compte, c'est que quelque part ils commencent à ne plus maîtriser la chose et on le voit dans leur communication qui est un peu particulière. Mais voilà, c'est bien fait pour eux quelque part. Mohamed est à Rosny-sur-Seine, c'est ça, Mohamed? Oui, exactement. C'est où ça, Rosny-sur-Seine? À côté de Mantes-la-Jolie. Voilà. Bah quoi? Je connais pas, moi, Nadir, t'es marrant, toi. 7-8. Je connais pas le 7-8, moi. Voilà. Il y a Rosny-sous-Bois qui est dans 80. Oui, ça je connais très bien, oui. 78. C'est où, vers Limay, non? Limay? Vous savez, entre Mantes et Freneuse, ou Bonnières. Ah, d'accord, ok. Ça parle super à Faiza, ça. Bon, alors, je vous écoute, je nage. Voilà, nage, elle est au bord de la mer en plus. Mohamed. Oui. On t'écoute. Bah écoutez, donc
quand vous parlez sur si le président, donc Macron, doit s'exprimer ou pas, ouais. qu'est-ce que vous voulez qu'il nous dise? Ah bah je sais donc pas. Là, aujourd'hui, on s'est habitué à son langage. Ouais. Donc les arguments qui se donnent pour justement donc taxer sur le gasoil, dès qu'ils ont envie de taxer donc le peuple sur quelque chose, ils montrent que cette chose elle est mauvaise. Ouais. Et quand vous dites par exemple sur l'électricité en France aujourd'hui, donc ils sont en retard sur pas mal de choses. Et comme ils ont développé l'électricité, aujourd'hui il faut qu'ils la vendent, ou bien il faut, comme disait la personne avant moi, il faut pas perdre cette électricité. Moi, je suis un producteur d'énergie renouvelable. Ah oui. Oui. D'accord. Ouais. En fait, j'ai une maison, j'ai une pompe à chaleur. Ouais. J'ai tout construit personnellement, moi-même. D'accord. Le chauffage, j'ai une pompe à chaleur. Ça consiste en quoi, Mohamed? Expliquez-nous, parce que moi, j'ai vu passer effectivement qu'on aidait un petit peu les familles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à changer de système de chauffage. Et j'ai vu effectivement passer ce système de pompe à chaleur. C'est quoi ce système? Bah, écoutez, pompe à chaleur, ça veut dire moi j'ai une pompe à chaleur à l'extérieur, oui. qui s'appelle une pompe RO. D'accord. Elle pompe les calories dans l'air. Il l'injecte donc elle transforme donc les calories dans l'air. Et avec ça, elle chauffe donc l'eau, et elle injecte de l'eau dans le. Moi, j'ai une tuyauterie qui traverse tout le plancher. D'accord. Et donc, moi, j'ai ce qu'on appelle un chauffage au sol. Un chauffage au sol, d'accord. Et ça marche bien, ça? C'est bien? C'est superbe, c'est magnifique. T'as les pieds chauds. C'est les pieds chauds. Sinon, en plus, vous avez donc il paraît que c'est pas bon pour les articulations, hein, mais bon. Partout dans l'ambiance. Ouais. Bref, mais à l'époque, l'État, il parlait de ce qu'on appelle donc au niveau des impôts, donc il y a une récupération. Oui. Le crédit d'impôt, hein, mais c'est compliqué. Ouais. Bon. En tout cas, vous êtes satisfait de ce système de pompe à chaleur, ça vous va, quoi. Je l'ai fait dans un état d'esprit, dans une écologique. Et le coût, parce que c'est important, le coût, ça vous revient à combien, vous, l'hiver? Je vais vous dire, une pompe à chaleur, j'ai une maison de 150 mètres carrés. Ouais, il y a de la place. Normalement, au niveau de chauffage, j'ai 500 € par an. 500 € par an? Voilà. Ah ouais, non, mais alors, c'est moitié moins. Alors, je vais vous dire, on est à peu près, je suis un peu plus petit que vous, mais c'est moitié moins, moi qui suis au gaz, par exemple, vous voyez? Ah oui, voilà, moi, à l'année, normalement, une pompe à chaleur, quand tu vois la puissance de la pompe à chaleur, tu multiplies. Normalement, je dois débourser 450 € à l'année. Ah ouais. À l'année, et je chauffe les 2 étages. Et je vais vous dire, donc, des fois, je suis obligé de diminuer, donc, les pièces. Parce que c'est trop chaud. Ouais. C'est hyper chaud. Ouais. Bah, merci en tout cas, Mohamed, de nous avoir expliqué. Si vous permettez juste, j'ai des panneaux solaires pour produire l'énergie, parce qu'à l'époque, il disait, j'ai mis des panneaux solaires, donc je produis de l'énergie et je vends l'énergie à l'EDF. D'accord. Ah ouais, vous êtes un vrai écolo, quoi. Vous êtes pas. Exactement. Et ça, par exemple, je vais vous dire. Il y a un commerçant. Ouais, en plus, ils vont à l'EDF. C'est bien. On n'a aucun soutien. Moi, l'entreprise qui m'a installé ça, il a suffi elle m'a installé ça, et il a touché son argent par la banque parce que j'ai fait un crédit. Ouais. Et elle a disparu dans la nature. Donc, vraiment, quand j'ai des problèmes, je paye de ma poche. Donc tout ce qui était en garantie est parti parce qu'ils ont déposé le bilan. Ah bah forcément, oui. Il y a beaucoup de sociétés. Bon, bah merci Mohamed en tout cas et bravo parce que en matière d'écologie, voilà, vous avez donné des belles leçons à tout le monde. Là. Merci beaucoup Mohamed. Voilà, bon courage. Merci. À bientôt. Pompe à chaleur, panneaux solaires, Faiza. En plus, panneaux solaires, ça doit bien marcher là-bas à Nice, non? Franchement, c'est pas du tout un domaine que je maîtrise et que je connais, du coup. Ah bah attends, tu nous as parlé d'écologie tout à l'heure, alors donc c'est pour ça, moi. Ouais, d'ailleurs, je voulais rebondir. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a appelé et qui disait Walid, je crois, et qui disait l'électricité pollue plus. Mais il a raison c'est pas de la pollution atmosphérique. Il s'agit du recyclage des batteries de véhicules électriques. Oui. On ne sait pas aujourd'hui les recycler, et donc l'argument d'Emmanuel Macron de mettre tout le monde aux voitures électriques, je pense qu'il est plus que caduc. Bon, cher Faiza, dans un instant et pour clore ce sujet, tu nous as préparé un petit avis tranché. Ça va ressembler à quoi?
Écoute, j'ai vu un peu se diffuser sur les réseaux sociaux des espèces d'injonctions qui sont faites par des militants vraisemblablement d'extrême droite issus des Gilets jaunes qui veulent forcer les banlieues à se mettre avec les Gilets jaunes sous peine d'être un peu entre guillemets déchus de leur nationalité. Bon, du coup, on en reparle et tu nous donneras ton avis dans un instant. Petite info plus du LGF. Tout ça pour vous dire que l'émissaire de l'ONU pour le Yémen est attendu à Sanaa aujourd'hui, un voyage pour relancer des efforts de paix dans ce pays déchiré, vous le savez, par la guerre depuis plus de 3 ans. Il doit notamment s'entretenir avec les rebelles chiites Houthis sur les pourparlers qu'il compte organiser en Suède d'ici à la fin de l'année. Dans cette perspective, les Houthis se disent prêts à une trêve. Une des partisans du président Hadi ont eux d'ores et déjà déclaré qu'ils ne se rendraient en Scandinavie. Malgré tout, des combats ont encore opposé les deux camps hier dans le grand port de Daïda sur la mer Rouge. Voilà pour cette petite info plus. Dans un instant, avis tranché de Faiza Ben Mohamed et Audrey Pronesti. On va parler de Asdine Taibi, maire de Stein, à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Faiza Ben Mohamed et Nadir Kaya. Et avant de changer de sujet et donc passer à notre sujet, alors je vous propose un truc que j'ai jamais fait. Et pourquoi pas le faire d'ailleurs maintenant, puisque votre avis tranché à tous les deux est sur le même sujet. Donc par conséquent, on va laisser, parce que honneur aux dames, Faiza commencer, et puis Nadir t'enchaîne juste derrière. Comme ça fait un double avis tranché. Ça vous va comme ça ou pas? Moi ça me va, hein, pas de problème. Nadir? Ah ben on verra avec les auditeurs. Comment ça on verra? Ah bah par rapport à leur retour. Oui, mais justement, on fait un double avis tranché. Faiza nous donne son avis, toi tu donnes ton avis derrière, et après on en parle si tu veux avec les auditeurs. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc avis tranché, on parle des gilets jaunes toujours et encore jingle. Alors Faiza, toi tu t'interroges sur l'infiltration de quelques personnes un peu particulières dans ce mouvement, c'est ça, si j'ai bien compris? Je crois que c'est pas juste quelques personnes, hein. Il y a quand même un certain nombre d'incidents qui peuvent nous faire penser que le mouvement est noyauté, gangréné peut-être même par des militants d'extrême droite, des politiques d'extrême droite aussi. Alors on t'écoute. Alors, aujourd'hui, Christophe, moi je voudrais parler des Gilets jaunes donc sous un angle un peu particulier. Alors au départ, je l'avais dit dans le grand forum la semaine dernière, j'étais hyper favorable à ce mouvement et j'aurais d'ailleurs pu participer moi-même au blocage de samedi si j'en avais eu l'occasion. Et puis au fil des jours, se sont produits un certain nombre d'agressions qui font que, évidemment, je me désolidarise complètement des agissements de ces mêmes Gilets jaunes qui, pour moi, salissent la cause qu'ils prétendent défendre et la trahissent même. Alors pour moi, agresser une femme voilée, c'est pas protester contre la hausse des prix du carburant, pas plus que d'aller dénoncer des migrants quand ils sont cachés dans un camion et les remettre à la gendarmerie, ou encore de dire à une femme noire de rentrer dans son pays comme l'ont fait un certain nombre de gilets jaunes depuis quelques jours. Et puis après tout ça, j'ai vu se diffuser notamment sur les réseaux sociaux des messages qui ont vraiment rien à envier à certains propos d'Éric Zemmour par exemple. Je reprends le premier exemple qui me vient, c'est il y a une internaute qui a posté hier, je crois, un tweet dans lequel elle expliquait qu'elle s'était promenée à pied dans le 93 et qu'elle n'avait pas vu l'ombre d'un gilet jaune parce que tout simplement pour elle, ça signifie que les habitants du 93 ne considèrent pas qu'ils appartiennent au peuple français puisqu'ils n'ont pas les mêmes problématiques. Alors à ce propos, moi, ce que je voudrais demander à ces gens qui se permettent de croire qu'ils sont plus français que les autres et qui peuvent donner aux populations issues des quartiers populaires des conseils de patriotisme et leur ordonner de faire telle ou telle chose et de se joindre à tel ou tel mouvement, c'est où est-ce qu'ils étaient quand les banlieues ont commencé leur lutte en 2005 avec les événements qu'on connaît et quand elles luttaient pour leur dignité. Où est-ce qu'ils étaient ces gens quand il s'agissait de réclamer la justice pour Théo, pour Adama Traoré, pour Ziyad Ebouna? Où est-ce qu'ils étaient en 2012 quand les militants des quartiers populaires essayaient de se faire entendre du gouvernement pour voir instaurer un récépissé de contrôle d'identité pour en finir avec les contrôles aux faciès notamment. Alors il faudrait que ces gens qui nous font des injonctions, des éternelles injonctions, que les jeunes des quartiers populaires, ils n'ont pas attendu samedi pour se battre et ils céderont pas face à ces procédés qui visent à les pointer du doigt, à les disqualifier, à leur nier même leur appartenance à la nation. Les quartiers populaires, ils luttent quotidiennement et c'est pas aux gilets jaunes de choisir leur combat et leurs priorités. Alors, je voudrais juste passer un message.
c'est qu'on ne viendra pas grossir les rangs de mouvements qui sont gangrénés par l'extrême droite. C'est non. Faiza, j'ai l'impression que Nadir te rejoint sur pas mal de trucs, non Nadir? Ah mais je découvre Faiza et je découvre qu'on a plein de points communs, des points communs qui sont un peu tout à fait normaux du fait qu'on est issu des quartiers populaires, qu'on défend la cause des quartiers populaires depuis des années. Et donc moi j'en viens également à mon avis tranché. Moi je l'ai appelé après Charlie, voici les gilets jaunes. Alors on t'écoute. Donc je dis tout simplement visible, pas visible, concerné, pas concerné. Qu'est-ce qui cloche dans nos banlieues? Il paraît que nous ne sommes pas assez visibles et pourtant nous sommes tous concernés par cette France qui va mal, qui ne supporte plus toutes ces augmentations et qui développe ce sentiment exacerbé du ras-le-bol général. Non, alors attendez, je vais revenir en arrière, vous m'excuserez, je suis parti sur le mauvais brouillon. Alors, je recommence. Après Charlie, voici les gilets jaunes. Visibles, pas visibles, concernés, pas concernés, qu'est-ce qui cloche dans nos banlieues? Il paraît que nous sommes pas assez visibles lors de manifestations nationales, et pourtant nous sommes tous concernés par cette France qui va mal, qui ne supporte plus toutes ces augmentations diverses et qui développe ce sentiment exacerbé et légitime d'un ras-le-bol général. Les banlieues seraient-elles imperméables, insensibles et voire préservées? Point d'interrogation. Non. Elles sont pudiques et habituées à la violence sociale qui perdure et qui se transmet de génération en génération, de père en fils, de mère à fille. Oui, nous sommes experts en mal, le ras-le-bol à tel point que l'insupportable est devenu supportable. On s'est habitué à la douleur, on développe même des capacités surhumaines, plus rien nous touche, même quand nos enfants s'entretuent ou se font agresser injustement par des policiers ou des gendarmes incompétents. On s'étonne le temps d'un JT, journal télévisé, ou encore par rapport à quelques tweets, et puis tout rentre dans l'ordre. Nous sommes des citoyens conditionnés à être émotionnels, à réagir sur l'émotion, pas légitime à construire plus loin que nos souffrances. Alors comment rejoindre une dynamique d'ampleur nationale alors que nous sommes les parias d'une république qui fait tout pour nous garder en statut d'exception? La banlieue est certes un tout, mais un ensemble de communautés et de pensées complexes et multiples, ce qui fait la difficulté à faire de nous une voix unique, forte et influençable, et donc manipulable. Les citoyens de banlieue sont peut-être juste de bons Français, avec un esprit critique hyper développé et un sens de la mobilisation très limité. Voilà. Bah dites donc, c'est complet finalement, hein, tous les deux, votre avis tranché, que ce soit Faiza et Nadir, là pour le coup. Donc en conclusion, vous n'irez pas, Faiza, Nadir, grossir les rangs de la manifestation de samedi? Ouais, parce que c'est trop facile. On nous l'a fait avec Charlie. Vous étiez pas là, vous étiez pas visible. Là, on vous entend pas avec les gilets jaunes. Vous êtes jamais concerné. On est concerné par plein de choses dans les quartiers. Et c'est pas pour être dans la rancœur, comme disait Faiza. Où étaient tous ces Français quand nous on luttait pour abolir les inégalités qui existent encore aujourd'hui et qui se développent encore. Ouais. Sur la discrimination, sur le racisme pour obtenir du logement, sur l'intérim. Voilà, ça fait des années que les Français savent très bien qu'il y a du racisme qui nous touche nous parce qu'on est Français on est Français parce qu'on a aussi des origines qui sont diverses et qui rappellent beaucoup de choses à certains, mais on est Français donc la plupart des gens qui ne vivent pas dans les quartiers ne s'intéressent pas à ce qui se passe et on le voit encore quand on est encore là aujourd'hui en 2018 à rappeler ces réalités. On nous parle de victimisation, d'arrêter de pleurer, si on était Français on serait plus ceci, moins cela. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui les mouvements d'ampleur comme ça qui font peur aux politiques, on veut pas y adhérer parce qu'on sait très bien qu'il y a de la récupération et malheureusement aussi, paradoxalement et tristement pour nous, on a du mal aussi à mobiliser parce que les quartiers, comme je le disais tout à l'heure, ont tellement habitué à souffrir sur certains aspects qu'aujourd'hui pour les manipuler c'est très difficile et puis voilà. Alors, en tout cas le sujet qui nous occupe maintenant, pour enchaîner finalement fait un peu écho à tout cela puisqu'on va parler des banlieues. Et on va parler plus particulièrement d'un maire, le maire de Stein que vous connaissez tous, qui s'appelle Asdin Taibi, qui a été que nous avons interrogé il y a pas très longtemps, et qui annonce quelque chose, un fait un peu particulier. Il annonce porter plainte contre l'État pour que le 93 ne reste pas dans l'oubli de la République. C'est ce qu'il a témoigné auprès de la journaliste Audrey Pronesti, journaliste au Bondi Blog, mais aussi chroniqueuse dans le LGF. Audrey, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous, bonsoir Faiza et bonsoir Nadir. Bonsoir. Alors cher Audrey, l'article est sorti hier dans le Bondi Blog. Le maire de Stein que tu as rencontré donc pendant quelques heures
t'a confié cette information en total exclu, hein, on peut le dire. Disons que oui, c'est exactement ça. Alors, il nous en avait déjà parlé le mois dernier, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 5 octobre dernier, exactement, en fait, il y a eu une réunion qui a été faite avec 18 parlementaires de toute tendance politique à la Bourse du Travail de Bobigny, et en fait, ils se sont penchés sur un rapport qui a été rendu concernant les missions de l'État, justement, en Seine-Saint-Denis. Ils se sont rendus compte que c'était un vrai désastre. Donc lui, il était invité, mais par contre, il n'a pas été associé concrètement à cet événement. Donc il a pris la parole, et puis effectivement, ce jour-là, il nous a déjà fait part du fait qu'il avait un projet en tête de monter un dossier, à savoir surtout un groupe de travail. Donc ça, j'en parlerai après. Et puis voilà, après pour amener à porter plainte contre l'État, et ce serait donc une première que des maires s'associent pour porter plainte contre l'État, et le but en fait c'est de dénoncer des inégalités qui existent et qui subsistent en Seine-Saint-Denis, et lui en fait ce qu'il veut c'est un investissement supplémentaire au niveau de la justice, au niveau de l'éducation et au niveau de la police. Voilà. Et alors, il veut pas plus, il veut pas moins, il veut quelque chose de normal, quoi. Tu as trouvé quelqu'un en face de toi qui avait une volonté, en tout cas, d'aller jusqu'au bout, et même, est-ce qu'on peut parler d'une plainte symbolique, Audrey? Oui, on peut parler d'une plainte symbolique. D'ailleurs, il le dit lui-même. Pour lui, c'est un coup de projecteur. Il n'hésite pas à dire que parfois il faut faire des coups médiatiques, mais lui, son objectif avant tout, c'est de le faire pour la population. Et il s'en cache absolument pas. Il dit qu'à un moment donné, il faut taper un petit peu plus fort que d'habitude, et c'est pour ça que oui, on peut parler de symbole, clairement. Alors, je vais poser la question à Faiza et Nadir. Qu'est-ce que vous pensez de cette symbolique, Faiza? Moi, je pense que c'est une bonne idée, parce que médiatiquement, déjà, ça va donner un certain écho. Ça va peut-être pouvoir mettre un coup de projecteur sur la problématique de ce qui se passe dans le 93, sans avoir à passer par le livre Inch'Allah ou sur d'autres épisodes médiatiques écœurants. Je pense qu'il a raison, et je crois même qu'il y a d'autres maires qui devraient peut-être rejoindre le mouvement pour lui donner plus d'écho, parce qu'il est clair et net que le 93, c'est pas un territoire perdu de la République, c'est un territoire abandonné de la République. Alors je crois qu'il y a d'autres. Exactement ce qu'il dit. Il y a d'autres maires, Audrey, non? Ouais. Alors pour l'instant, il y a le maire de Bondy, donc Sylvine Thomasin, ouais. et le maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Niabali. Et alors évidemment, quand la communication sera beaucoup plus établie, bien évidemment que c'est ouvert aux autres maires. Oui, à ceux qui le souhaitent, voilà. Voire même plus. Par contre, il précise bien évidemment qu'il ne veut pas de politique justement qui profite de cette occasion pour faire un coup médiatique, se redorer le blason. Lui, il veut vraiment des gens qui croient à cette cause. Ouais. Et lui, son but, bien évidemment, c'est de créer. Alors, il va créer un groupe de travail qui est basé sur le travail de chercheurs, de juristes, d'économistes, pour avoir des valeurs chiffrées, des valeurs précises, pour pouvoir orienter une politique vraiment. Il est contre les généralisations, il est contre les stigmatisations, et justement, il dit que la politique, c'est pas d'être fataliste. Il considère pas que la Seine-Saint-Denis c'est un département victime. Bien au contraire, il veut le démontrer avec cette étude-là. D'ailleurs, il a mandaté l'avocat Arié Alvini, ça, il l'a clairement dit. Par contre, il n'a pas voulu donner de nom encore concernant les personnes qui travaillent sur cette étude. On le saura plus tard. D'accord. Alors tiens, l'avis du grand frère Nadir Kaya là-dessus. Mais c'est une très bonne chose. Si j'avais les moyens, et si on avait les moyens, ça ferait longtemps qu'on attaquerait l'État pour tout un ensemble de choses. Je rappellerai que notre association Banlieue Plus de quartier fait partie du collectif Stop Contrôle aux Faciès. On a fait condamner l'État en 2016 pour des contrôles abusifs aux faciès qui sont souvent dus à du racisme, il faut le dire, un racisme d'État qui existe. Donc à travers ça, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire en termes de justice pour rappeler à l'État ses failles, mais aussi sa malhonnêteté
vis-à-vis de tous ces citoyens des quartiers populaires, notamment sa posture sur le fait que les inégalités persistent et existent. C'est l'État qui a créé ces inégalités. C'est l'État qui a créé beaucoup de problèmes dans les quartiers, même si je suis aussi critique avec ce qui se passe dans les quartiers, il n'y a pas de souci. Mais l'État a une part de responsabilité. Il est censé réguler, il est censé imposer nos valeurs républicaines. Et ce n'est pas le cas depuis 30 ou 40 ans. Donc, il y a un moment donné, ça passe par le juridique. Et c'est très bien que le maire de Stein, Azdin, ait fait la chose, parce que c'est déjà un gars de Stein et qui connaît très bien la problématique. Et maintenant, qui fait le lien avec les politiques de haut niveau. Donc, il voit très bien qu'il y a un vrai problème. S'il faut passer par la com, il faut le faire. Beaucoup de gens, beaucoup de lobbies le font. Les quartiers populaires et les citoyens doivent s'organiser. Ça doit passer par la justice. Même si la justice, on la critique, moi le premier, sur pas mal de choses, mais il y a des fois où la justice, elle est capable de rendre des décisions justes. Donc moi je dis pas que les maires, je dis tous les citoyens des quartiers populaires, notamment dans le 93, parce qu'il y a souvent des personnes dans les médias qui pointent du doigt le 93 en disant que c'est un département perdu où il y a l'islamisation à outrance. Ne serait-ce juste pour ces propos, il faudrait attaquer aussi toutes les personnes qui tirent ce genre de propos et qui font passer tout le 93 pour un département islamisé, radicalisé. Donc j'invite déjà tous les citoyens du 93 à porter plainte contre l'État et contre tous ceux qui dénigrent ce département, qui est un département jeune, dynamique, certes avec des problèmes, mais qui a beaucoup d'aspects positifs. Oui, il n'y en a pas des problèmes, dis-moi Nadir. En tout cas, c'est à lire dans un article signé Audrey Pronesti, donc cet entretien avec le maire de Stein, Azdin Taibi, qui explique en long et en large justement le fait de vouloir porter plainte contre l'État, de ce pourquoi il le fait. Il parle d'un coup médiatique, une plainte symbolique certes, et il s'en explique très bien dans une longue interview que Azdin Taibi t'a accordé, cher Audrey, c'est-à-dire dans le Bandit Blog. On vous a mis d'ailleurs le lien sur la page Christophe Le Grand Forum. Et puis il y a un autre article aussi qui m'a interpellé, un article qui est sorti lui je crois ce matin sur alors là c'est à Aubervilliers que ça se passe, Audrey. Et là, c'est des conditions assez incroyables de vie, de familles qui vivent avec des souris dans leur appartement. Ouais. Alors malheureusement, si c'était un cas isolé, à la limite, mais non, c'est pas un cas isolé. Alors là, pour le coup, il s'avère que oui, l'enquête que j'ai faite, elle se passe à Aubervilliers. Je suis partie d'un cas précis parce que c'est une dame que j'ai suivie depuis à peu près 2 mois. Mais après, effectivement, j'ai élargi un peu plus. Alors, je me suis basée que sur cet immeuble parce qu'il y a une pétition qui a tourné. Mais oui, effectivement, ils vivent avec des souris, des cafards. Et puis, alors, je parle même pas de ceux qui habitent dans les étages inférieurs. Il y a même des rats. Voilà. Donc, on a l'impression qu'on parle. C'est chaud là. Non. Voilà, c'est la réalité. Bon, Faiza, ça te donne pas envie de venir habiter Paris, ça, hein? Oui, mais je crois pas que ce soit propre à la région parisienne. Oui. À Marseille, il y en a pas mal aussi, hein. Oui, à Marseille, les quartiers, certains, enfin en tout cas dans les quartiers nord, je sais que, enfin c'est les quartiers que je fréquente parce que j'y ai ma famille, mais ça m'arrive des fois d'arriver de me garer en bas du bâtiment de ma grand-mère et de voir des rats sous les voitures en train de presque de faire de la mécanique. Là, tu sais, en plus ils mettent les voitures en panne, du coup ils touchent. Tu vois, c'est le problème des quartiers populaires. Tout le monde s'en fout. Je rigole, mais c'est vrai que c'est pas marrant du tout parce que des familles qui vivent avec ce genre de situation, c'est dramatique. Nadir, je sais pas si t'as déjà eu à connaître cela, mais et surtout que la France est capable d'aller faire la guerre à l'autre bout du monde, d'investir des millions voire des milliards et ne pas traiter ces vrais problèmes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui le ras-le-bol risque d'être dangereux pour le gouvernement parce que les Français ne veulent pas faire la guerre, ne veulent pas investir pour la guerre ou pour l'armement. Ils veulent investir pour leur quotidien et ça passe par du travail, ça passe par de la dignité, par du logement, par tout un ensemble de choses, notamment la politique de l'urbanisme en France qu'il faut revoir complètement, notamment par rapport aux quartiers populaires. Donc il y a une vraie urgence là-dessus et je pense que Macron, malheureusement, comme beaucoup, n'a toujours pas compris les urgences où elles étaient. Il priorise son cercle d'élite et voilà, donc à partir de là, c'est très compliqué. Bon, en tout cas, c'est à dire dans le Bandit Blog où tu es journaliste, cher Audrey, avec cet article concernant le maire de Stein qui annonce et qui fait cette annonce en exclu pour vous, le Bandit Blog, donc de vouloir porter plainte contre l'État pour que le 93 ne tombe pas dans l'oubli. Et cet excellent article, plutôt une enquête que tu as faite concernant des habitants, une famille que tu as suivie pendant plusieurs semaines, je pense, à Aubervilliers, et qui vivent dans une situation dramatique puisqu'ils ils cohabitent plutôt avec les souris et les cafards. Donc rien de bien appétissant en tous les cas. Merci beaucoup, cher Audrey. Merci, c'est moi qui vous remercie.
À très bientôt, Audrey, à lundi bientôt. prochain, en direct, bien sûr, avec nous dans le LGF. Voilà, 01 40 33 9. J'aimerais bien avoir l'avis des auditrices et des auditeurs sur cette plainte symbolique. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que vous êtes favorable ou à ce genre de choses? Vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire. Je rappelle qu'on recevra dans quelques minutes monsieur, alors je vais pas écorcher son nom et son prénom. Il s'appelle Edanani Driss et il est le directeur du Centre Royal de télé prospection spatiale, pardon, excusez-moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. On va parler du lancement de ce satellite lancé cette nuit. Donc c'est un partenariat France-Maroc. Ce satellite s'appelle Mohamed 6B, si j'ai bien compris. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Allô. Bonsoir. Oui, salam alaikum. Oui, Méziane. Qu'est-ce qu'il y a, Méziane? Ouais, moi je voulais vous parler des souris parce que moi j'ai tué 7 souris l'année dernière chez moi. Ah oui? Ouais. Et moi je peux leur donner un tuyau pour arrêter les souris. Ouais, mais bien au-delà de leur donner un tuyau pour tuer les souris, Méziane, c'est vraiment une problématique qui perdure et qui existe. Bon, c'est vrai que ça peut servir pour quelques-uns, mais il y a une invasion, ils ont montré à la télévision, même, comment on appelle ça, là, tu sais, au Champ de Mars, il y avait des rats et des souris en pagaille. C'est propre à Paris, ouais. Paris a un vrai problème avec les rats, ouais. Il y a une invasion. Maintenant, l'hygiène, bien entendu, c'est très important. Mais même, moi, chez moi, c'est propre, hein, je vais pas jouer le malheureux. Ouais. Mais j'ai eu des souris. Il y en a une qui m'a marché sur la tête, même. Ah oui. Je dormais, la souris, elle m'a marché sur la tête. La solution, c'est les chats du bled. Ah oui, pas acheter des chats. Les chats du bled, ils traitent ça. Ah oui. Pas pour les rats, par contre. Hein. Sinon, je voulais vous dire plus sérieusement, parce que ça, c'est pas grave, les souris, les rats, c'est rien. Si, c'est grave, pardon, Méziane, mais arrête tes conneries, on peut pas vivre avec ça. Arrête, non, c'est dégueulasse. Oh, c'est une question d'habitude, hein. Ouais, bah écoute. Ah non, faut pas s'habituer à ça. Non. Mais Faiza, dis-lui quelque chose, je sais pas, moi, c'est dégueulasse. Ouais, non, mais non. Il y a pas moyen. On peut pas s'habituer à ça, on peut pas être dans un tel mais pourquoi déterminisme que de se dire que voilà, c'est ce qu'on mérite. Non, je suis désolée, les gens dans le 16e, ils ont pas de rats chez eux. Et ben nous non plus, qu'on habite dans le 93, dans les quartiers nord de Marseille ou dans le fin fond de Nice, on veut pas de rats chez nous comme n'importe quel citoyen. Mais pourquoi les rats et les souris vont dans les mauvais quartiers? Dans les quartiers les plus malheureux, pourquoi? Parce qu'ils sont pas entretenus, parce que vous avez des bailleurs aussi privés qui ne font pas leur travail, vous avez aussi des municipalités qui jouent pas le jeu, et vous avez également le comportement de certains habitants. Ça aussi, c'est des réalités. Ouais, bon. Je salue Samy qui nous a fait un petit tweet là, qui a réagi sur Twitter en disant j'étais en train de manger un pain au raisin lorsque vous parlez des rats et des souris. Merci beaucoup. Bon, merci Méziane en tout cas. Bon appétit Samy. Bon appétit Samy, on le salue en tout cas. Sauce samouraï. Ah, toujours. Alors, dans un instant, on va partir au Maroc et on va parler d'un satellite, qui a été lancé cette nuit. Et on en saura davantage avec Monsieur Driss Edanani, qui est le directeur du Centre Royal de télédétection spatiale, pour qu'il nous explique un petit peu l'utilité de ce satellite lancé donc la nuit dernière en Guyane. Et puis on parlera, alors là c'est un sujet aussi intéressant, est-ce qu'il y aura peut-être moins d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, de Sénégalais sur les bancs des universités françaises l'année prochaine, puisque il faut le savoir, à compter de la rentrée 2019, les frais d'inscription à l'université pour les non-européens vont augmenter. Du coup, ça risque de faire déserter quelques étudiants algériens, tunisiens, marocains, sénégalais ou autres en tout cas. Principalement africains bien sûr. À tout de suite, reste avec nous, c'est le LGF sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Faiza Ben Mohamed et avec Nadir Kaya. Je vous propose de partir au Maroc maintenant pour parler d'un satellite marocain. Je crois que c'est le deuxième satellite marocain dont il s'agit. Il s'appelle Mohamed 6B. Et il a été lancé cette nuit, donc en Guyane française. Et je vous propose d'en parler avec Monsieur Edanani Driss, donc qui est avec nous et qui est donc le directeur d'une société connue, qui est le Centre Royal de télédétection spatiale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2 en direct à Paris. Donc ce satellite a bel et bien été lancé cette nuit, je crois, à 2h40 et des poussières heure locale. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. 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 C'est ça.
Oui, tout à fait. Donc le satellite a été lancé donc dans la nuit de mardi à mercredi à partir de la station de Kourou en Guyane. Et donc c'est le deuxième satellite du système satellitaire Mohamed VI A et B. Et donc le lancement a été réussi hier et ça permet au Maroc de disposer donc d'une capacité d'acquisition de données satellites et d'images sur le Maroc pour les projets de développement au niveau national. Juste avant de continuer, une petite rectification, le Centre royal de télédétection spatiale, ce n'est pas une société, c'est une institution gouvernementale. Institution gouvernementale, vous avez raison. Oui. Voilà. Oui. Et je précise d'ailleurs que vous êtes en direct avec nous depuis le Maroc pour donc nous parler de ce satellite. Alors, quelle était la mission principale du premier satellite que le Maroc avait lancé d'abord? Le premier satellite, c'est un satellite d'observation de la Terre. Donc, la mission principale, c'est d'acquérir des images satellites sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir donc mettre à la disposition des acteurs économiques, des départements ministériels, des agences de développement, des informations géospatiales sur l'ensemble du territoire pour les projets de développement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la gestion des ressources en eau, la lutte contre la désertification, la lutte contre les effets des changements climatiques, le développement urbain, etc. Donc la mission principale du premier satellite, c'était de pouvoir donc alimenter l'ensemble des décideurs par des éléments d'information sur les ressources naturelles au niveau national. Et cette fois-ci, donc, quelle est la mission de ce satellite qui a été lancé, je le rappelle, cette nuit en Guyane? Le deuxième satellite vient renforcer la capacité du premier. Donc, ce sont tous les deux des satellites d'observation de la Terre avec des caractéristiques identiques. C'est des satellites de la 3e génération. Et donc, avec ce lancement, le Maroc double sa capacité d'acquisition des images satellites et renforce également la fréquence d'acquisition des images. Donc, ça va augmenter davantage donc les possibilités d'accès aux données spatiales sur le territoire national. Monsieur El Adali Driss, qui est avec nous en direct du Maroc pour parler donc de ce satellite lancé cette nuit. Quelle est la durée de vie d'un satellite? Bon, la durée de vie d'un satellite, selon les grands industriels, c'est au minimum 7 ans, mais l'expérience a démontré que ce délai est largement dépassé. Ce qui fait les satellites. Il y a des satellites qui ont pu être opérationnels pour plus de 15 ans, voire même dans certains cas, ça a pu durer même 20 ans. Donc, quel est le coût? Quel est le coût maintenant? Combien ça coûte d'envoyer un satellite comme ça? Vous savez, dans des projets comme ça, le coût, ce n'est pas vraiment l'élément principal. Donc, c'est une infrastructure donc qui va permettre au pays de se doter de moyens qui vont lui permettre d'avoir accès à l'information d'une façon autonome, d'une façon souveraine, et de pouvoir gérer des situations où nous avons besoin d'une information à jour, d'une information de qualité, d'une information précise. Donc c'est une infrastructure et donc dans ces situations, donc le coût est largement dépassé, et d'autant plus que c'est des projets qui sont réalisés sur une longue période. Donc le programme satellitaire a commencé il y a pratiquement 5 ans. Aujourd'hui, on aboutit donc à sa deuxième phase de lancement de ce programme d'observation spatiale. Okay, ma dernière question, quel est le fruit de cette collaboration avec la France? Ça se construit comment, ce partenariat? Le partenariat avec la France est un partenariat de longue date, donc qui a permis donc d'une part de faciliter le transfert de technologies pour le Maroc, de pouvoir avoir accès donc à des technologies de pointe, et en même temps de renforcer les capacités marocaines en matière de technologie spatiale, de développement de ressources humaines, de formation d'ingénieurs et de techniciens. Donc le partenariat, donc c'est un partenariat donc qui a démarré il y a quelques années et qui se concrétise aujourd'hui par la mise en service de ce satellite et qui sera opéré et exploité par des ressources marocaines qui ont pu bénéficier donc dans le cadre des échanges avec leurs homologues français d'un transfert de savoir-faire et de technologie. Et ça va permettre aussi au Maroc de surveiller ses frontières, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc c'est un satellite qui va permettre au Maroc d'avoir les outils nécessaires pour l'acquisition des informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre aux projets de développement et également pour surveiller donc les zones frontalières, les zones côtières, etc. Je me permets une petite boutade qui nous a été transmise par Twitter, par Samy, qui nous envoie ce petit tweet qui nous dit ça va permettre au Maroc d'aller localiser les endroits où il n'y a pas d'électricité. Ça va permettre au Maroc de renforcer davantage les projets de développement, de pouvoir donc travailler sur les désenclavements des zones où il n'y a pas encore d'accès à un certain nombre de services et de ressources. Et donc c'est un outil
formidable qui va accélérer davantage des programmes de développement et de mise à niveau donc de différentes régions du Maroc. Je rappelle, Monsieur El Adali, que vous êtes le directeur donc du Centre Royal de Télédétection Spatiale, en direct avec nous du Maroc pour nous avoir parlé donc de ce lancement de ce deuxième satellite marocain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis en direct du Maroc. Merci à vous. À bientôt. Voilà, on a parlé satellite les enfants, hein. Comme quoi dans cette émission on parle tout, vous avez tout compris. Faïza, Nadir, c'est bon, vous êtes au top là au niveau astronomie? Moi je suis pas trop au top niveau sur ce sujet-là, mais après ce qu'il faut quand même saluer, c'est la volonté quand même du Maroc de doter d'un certain nombre d'équipements. Bon là on parle de satellites, mais on parlait il y a quelques jours de lignes de TGV qui ont été inaugurées par... Ah oui, et le président Macron s'est déplacé et tout, hein. C'est ça, donc il y a quand même volonté politique du Maroc de faire avancer les choses dans un certain nombre de domaines. Maintenant, moi, ce que j'espère profondément, c'est que toutes ces réformes, tous ces changements, toutes ces améliorations, elles puissent profiter en premier lieu au peuple marocain, parce que on sait toujours que quand il y a un partenariat avec tel ou tel pays, il y a toujours un des deux pays qui a toujours un intérêt supérieur, ou en tout cas qui gagne plus que l'autre. Et là, c'est pas que je suis d'origine marocaine, mais c'est pas que je veux que le Maroc en profite plus que la France pour le coup, mais j'espère que ça va vraiment bénéficier aux populations elles-mêmes. Nazir, t'as un petit doute là-dessus ou pas? Non, un doute, mais il y a toujours ce qu'on nous vend et la réalité. Après, si c'est effectivement pour l'intérêt du peuple marocain en termes notamment d'agriculture, développer un peu plus les terres, de travailler un peu plus sur la qualité, oui, je veux bien l'entendre, mais bon, j'imagine bien qu'il y a aussi une volonté militaire de régler certaines choses, peut-être avec les pays voisins ou avec d'autres. Est-ce qu'ils font ça aussi pour lutter contre les trafics de drogue? J'aimerais bien le savoir. Ce serait bien pour localiser un peu ce qui se passe au Maroc, parce que voilà, c'est aussi des réalités. Mais je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans. Après, l'intérêt avec la France vend aussi un savoir-faire, même si c'est un satellite 100% marocain. D'envoyer comme ça un satellite, ça doit avoir un coût. La France, ça doit avoir des intérêts, mais moi j'aimerais que ce soit des intérêts qui profitent à 100% au peuple marocain et pas des intérêts divers. Alors, messieurs, dames, bienvenue à vous. Vous nous rejoignez peut-être à l'instant sur France Maghreb 2, le LGF. Avant de parler de notre sujet des étudiants non européens qui vont se voir augmenter les frais d'inscription à l'université, ce qui risque de réduire peut-être le nombre d'Algériens, de Tunisiens, Marocains, Sénégalais et autres. Je voulais vous parler d'une actualité qui se veut judiciaire, parce que celui que l'on surnomme le logeur de Saint-Denis, Monsieur Ben Daoud, est de retour au tribunal aujourd'hui. Nouveau procès en appel au palais de justice de Paris pour celui qui est soupçonné d'avoir hébergé deux terroristes de l'organisation Daesh. C'était il y a 3 ans, dans les heures qui ont suivi, vous le savez, les attentats du 13 novembre à Paris, 9 mois après sa relaxe en février dernier. Rebelote donc, et une fois encore, le logeur d'Abdelhaim Abaoud s'est fait remarquer dès le début des débats, au premier jour de sa comparution devant la cour d'appel. Jawad Ben Daoud n'a vraiment pas opté pour la sobriété, on peut le dire, puisqu'il a choisi de se vêtir d'un jogging noir orné de larges bandes de paillettes dorées, si bien que l'on ne voit que lui dans la salle d'audience. Le logeur de Saint-Denis semble déterminé, en tout cas à réitérer le spectacle qu'il avait offert aux premières instances, en multipliant, vous en souvenez, les déclarations fantasques et décalées, une attitude désinvolte qui n'est pas du goût des parties civiles. Elles espèrent en tout cas cette fois le voir condamné pour recel de malfaiteurs terroristes. S'il y avait plus de 700 parties civiles, le premier procès en lien avec les attaques du 13 novembre 2015 avait été retentissant, puisque ce procès en appel, lui, est loin de faire salle comble. Seule une vingtaine de parties civiles ont ce matin fait le déplacement pour ce procès en appel, donc pour Jawad Ben Daoud, qui avait été, vous vous souvenez, la risée de la toile, hein, pour le coup, hein. Vous vous souvenez, Faïza, avec les petites blagues, Jawad Ben Daoud, enfin voilà, ça avait fait le tour de la toile, cette histoire, hein. Ben, moi, j'avais suivi son procès parce que je le couvrais pour le média pour lequel je travaille. Moi, après, c'est mon avis personnel, j'ai acquis une certitude, c'est que Jawad Ben Daoud n'était certainement pas au courant qu'il hébergeait des terroristes. Donc, je pense que quand il est acquitté, il est acquitté à juste titre. Du coup, j'étais un peu surprise que le parquet fasse appel, parce que je pensais que ça
ça sautait aux yeux, quoi. Quand on suit le procès, ce garçon-là, enfin moi je le suis aussi sur Snapchat, donc je regarde pas mal un peu ce qu'il fait. Il est assez décalé, mais après c'est à l'image d'un peu d'une jeunesse un peu égarée, un peu perdue. Mais et j'aime pas beaucoup ce qui se passe depuis ce matin, c'est qu'on est en train de scruter ses vêtements, ses trucs. Il est venu en doré, comme tu disais tout à l'heure. Il a mis ci, il a mis ça. Alors moi quand je vois ça, je me dis, et si c'était une femme, on serait en train de crier au sexisme, voilà, ils se sont moqués de sa robe, ils ont parlé de sa robe à fleurs, ils ont ci ou ils ont ça. Et là aujourd'hui, parce que c'est Jawed Ben Daoud, parce qu'il est issu de Saint-Denis, parce qu'il fait le spectacle, Faiza. Il fait le spectacle. Mais il fait le spectacle, mais peut-être, je pense sincèrement que c'est sa personnalité. Moi, je le suis sur Snapchat, non pas parce que ça m'intéresse, mais parce que en fait, c'est un personnage qui est insaisissable. Il fait son show, voilà, il fait son show. Mais après, venir le faire porter des responsabilités, je sais que je vais encore me faire des ennemis parce que là, on parle de terrorisme, parce qu'on parle d'un sujet qui est hyper grave. Mais je pense qu'il faut pas chercher à tout prix à tout faire payer à Jawed Ben Daoud parce qu'il est vivant et que les autres sont morts. Ouais, bien sûr. Nadir, là-dessus, oui. Ouais, ça me saoule parce que c'est inconsciemment, ils veulent lui faire tout payer parce que. C'est ça. Il y a beaucoup de journalistes d'ailleurs, pardon, de couper, il y a beaucoup de journalistes aussi qui avaient dit qu'ils avaient assisté et couvert le procès et que pour eux, il était pratiquement évident qu'ils n'étaient pas au courant, quoi. C'est ce qui leur ressortait. Parce que dans le fond, ils le savent très bien. Quand tu vois le personnage, tu discutes un peu avec lui, tu vois qui il est, ce qu'il a fait et son parcours. Stop, c'est réglé. Ouais. C'est un mec qui a profité d'une occasion pour faire de l'argent et loger des gens comme d'habitude sans savoir ce qu'ils étaient. Ils s'en foutent. Et donc les gens qui ont fait un peu d'investigation, ils savent très bien que ça s'arrête à ça. Mais aujourd'hui, il faut donner un petit peu de viande au peuple français, notamment par rapport à ces attentats. Et puis on essaie de lui faire tout payer parce que l'État a encore failli, parce que l'État ne cherche pas les raisons. On est toujours sur les conséquences du terrorisme et pas les causes. Et donc là, on anime un petit peu le peuple, on lui donne à manger avec une personne qui fait parler de lui par rapport à ce qu'il est. Donc franchement, dans le fond, il y a vraiment rien. Bon. Et mais moi, ça m'énerve parce qu'on va pas dans le fond du problème et notamment chercher à comprendre pourquoi des Français issus de nos quartiers populaires, pour certains d'entre eux, ont réussi à tomber dans le piège de certains fanatiques ou de réseaux un peu particuliers et de se faire sauter au nom d'une religion qui n'est pas celle-ci. Bon, alors je voulais qu'on évoque, et pour terminer, on suivra évidemment, ça va être hyper médiatisé cette histoire de ce procès en appel de Jawed Ben Daoud. Quoi qu'il en soit, je voulais qu'on termine ce grand forum avec ce dernier sujet que je voulais vous proposer, puisque cette mesure qui concerne environ 100 000 étudiants quand même, la France a décidé d'augmenter les frais d'inscription dans ces universités pour les étrangers non européens à partir de la rentrée prochaine, 2 fois 10 à fois 16 selon le niveau d'études. Et en échange, le gouvernement promet d'assouplir la délivrance de visas et d'offrir plus de bourses, tout cela dans le but affiché d'améliorer l'attractivité des universités françaises. Et il s'agit d'un changement de cap important. Les étudiants étrangers qui jusqu'ici pouvaient faire leurs études au même tarif que les Français vont payer plus cher les frais d'inscription, donc une mesure qui vise particulièrement les étudiants africains. Je propose d'écouter Lila Lebas, qui est la présidente de l'UNEF, principal syndicat des étudiants en France, et qui s'en explique. Les étudiants venant de pays d'Afrique sont particulièrement nombreux et ce sont les premiers touchés par cette annonce qui mènera les frais d'inscription à plus de 3 000 € par exemple pour des étudiants en licence ou en master. Ce sont des frais très importants et aujourd'hui des barrières qu'on met à l'entrée de l'enseignement supérieur et c'est encore une fois pour toujours les mêmes. Cette mesure va permettre d'augmenter les bourses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà les bourses touchent très peu d'étudiants étrangers. Il y a différentes bourses, il y a un pêle-mêle qui est assez illisible pour les étudiants. Mais quand c'est des établissements français, c'est très peu d'étudiants et surtout c'est des bourses au mérite. Et donc c'est soi-disant uniquement les meilleurs étudiants qui auraient le droit à des bourses, alors que nous on pense que évidemment tous les jeunes pour pouvoir réussir doivent avoir accès à un montant suffisant pour pouvoir vivre. Et aujourd'hui c'est loin d'être le cas et c'est pas la direction que prend la réforme qui a été annoncée par Édouard Philippe. Alors, sachez que ça concerne Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Aujourd'hui, près de la moitié des étudiants étrangers en France sont issus du continent africain. Donc voilà une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, parce que ces Africains qui occupent les rangs de l'université aujourd'hui seront beaucoup moins nombreux parce que le prix va augmenter. Est-ce que vous comprenez cette décision, Faiza ? Non, mais pour moi, je la comprends pas et en plus, je la trouve catastrophique. On rompt avec l'égalité de tous, avec l'égalité des chances, avec l'égalité républicaine même. On considère que parce que vous êtes étranger, alors vous allez devoir payer plus cher, sinon vous venez pas.
Marine Le Pen, quoi. Là, vraiment, je comprends pas du tout qu'on puisse faire une mesure aussi démago, aussi honteuse, aussi discriminatoire parce qu'il faut le savoir. Alors, il y a des étudiants ici qui sont des enfants de hauts fonctionnaires marocains. Quand j'étais en fac de droit, il y avait des enfants de secrétaires d'État issus des pays du Maghreb, tout ça. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils vont continuer à venir. Mais moi, ceux à qui je pense, c'est ceux qu'on croisait à la gare de Nice avec l'association avec laquelle je faisais des maraudes et qui venaient le soir manger gratuitement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se nourrir, parce qu'ils avaient payé leurs frais de scolarité, aussi minimes soient-ils, et que ça, du coup, ça les avait mis dans la panade. Et là, c'est inadmissible. Ça veut dire que, alors Macron, il y a quelques mois, il partait faire une tournée en Afrique, nous parler de la francophonie, le développement de la francophonie, sa volonté de faire venir des étudiants africains en France pour devenir une élite, machin. Mais où est-ce qu'elles sont, toutes ces promesses? Où est-ce qu'elles sont? Elles sont passées où? Nadir? Ça me fait penser un petit peu à tous ces personnes compétentes qui viennent du Maghreb et d'Afrique et qu'on emmène dans les hôpitaux français, tu sais, les spécialistes, les cardiologues, les grandes pointures du Maghreb qu'on fait venir travailler dans les hôpitaux et qui travaillent eux par contre pour des petits salaires, qui ont des compétences, voire pour certains des compétences plus importantes que les médecins français, mais qui sont payés 3 fois moins. Mais là on le fait dans l'autre sens. Notamment pour les étudiants. Donc c'est encore des postures qui sont pour moi des postures racistes, tout simplement. Après on peut dire ce qu'on veut, maquiller comme on veut la chose. Pourquoi on s'en prend à ces gens-là exclusivement? Moi je vois pas, j'ai pas compris l'explication qui venait par rapport à cette mesure. Donc on veut plus, mais d'un côté on en veut plus, mais on va les faire payer plus. Peut-être qu'on veut plus d'étudiants européens et on veut. Alors ça faut le dire clairement. Donc ça prouve bien que c'est pas clair. Et on veut pas les autres. On veut les blancs, oui peut-être, et on veut pas les autres. C'est ce que, en tout cas, ça. Voilà, mais comme je te dis, ça me fait penser à tous ces médecins qu'on fait venir du Maghreb, qui sont hyper compétents et qu'on paye 3 fois moins cher qu'un. Donc c'est du racisme, et c'est du paternalisme. Et qui font les heures de garde que les autres ne veulent pas faire. Voilà. C'est encore un héritage postcolonial, l'impérialisme. On est dominant, on domine et on le fait payer de cette façon-là à des gens qui pour eux ne sont pas des êtres humains comme eux, parce qu'ils sont issus pour certains du continent africain. Donc voilà, c'est encore des réalités, c'est encore un héritage qui se poursuit et avec des pratiques qui sont identiques. Oui, alors c'est vrai que ça pose question, en tout cas cette histoire d'augmentation considérable quand même, hein, parce que c'est important. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, Faiza, ça concerne beaucoup donc des gens qui sont effectivement qui n'ont pas qui sont pas riches, quoi, ils sont assez pauvres d'ailleurs, et qui viennent et font l'effort de pouvoir sortir un peu d'argent pour s'inscrire et faire des études dans un pays qui s'appelle la France. Et on est en train, visiblement, encore une fois, de pratiquer ce qu'on peut considérer très tranquillement de la discrimination envers les Africains, qu'on est bien content d'aller chercher pour autre chose. On est bien content d'aller en Afrique pour aller chercher toutes les matières premières, pour aller piller même la plupart des pays, les coloniser comme ce fut le cas dans l'histoire, et quelque part aussi un peu dans les têtes encore aujourd'hui. Et en compensation, on augmente les prix et on les fait payer davantage. Non, mais franchement c'est grave, j'en reviens pas en fait de cette mesure là, ça fait 2 jours que je tourne en boucle dessus, je sais, mais moi je trouve ça vraiment catastrophique. Là on discrimine, mais tranquille, ça passe comme une lettre à la poste. On dirait qu'il y a que nous qui sommes insurgés, quoi, parce que politiquement. Mais c'est vrai que ça réagit pas, c'est quand même particulier, ça réagit pas. Non, ça veut dire que l'opinion publique considère que les Noirs et les Arabes doivent payer plus cher pour aller à l'école. C'est normal. Nadir. Non, mais moi, ce qui me désole, c'est que elle est où l'urgence par rapport à ça, cette mesure? Est-ce qu'elle répond à un problème? C'est quoi le problème? Donc, tout simplement parce qu'il y aurait plus d'étudiants qui viendraient du Maghreb et d'Afrique. Donc ça, c'est vraiment de la discrimination. Est-ce qu'on les prend pour les compétences ou pour leur inculquer un savoir? Parce que la France se vantait, quelque part, de pouvoir donner à des étudiants étrangers cette capacité d'un point de vue scolaire à travers les valeurs de la France. Et puis là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, que non. C'est toujours pareil. Et là, comme le disait Faiza, on s'en prend à des Noirs et des Arabes. Et de l'autre côté, on s'en prend à eux, parce que de l'autre côté, on sait qu'en France, très peu de Français sont intéressés du fait, notamment de cette histoire-là. Si ce n'est pas nous, Français issus de l'immigration, la plupart des Français n'en ont rien à foutre. C'est pour ça que c'est un truc qui peut passer comme ça, comme une lettre à la poste. Alors tiens, on va prendre l'avis de Nasser qui nous appelle de Paris. Bonsoir Nasser. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Nadir, bonsoir ton invité de Nice. Elle s'appelle Faiza Ben Mohamed. Bonsoir Faiza. Oui, je voulais intervenir concernant l'avis tranché de Nadir sur la jeunesse de banlieue et qui s'engage pas.
écoute, Christophe, j'ai envie d'être honnête avec toi. Oui, sois honnête avec nous. J'ai pas mis la jeunesse, hein. Moi, j'ai parlé des banlieues. Moi, je partage l'avis des gilets jaunes, en fait, du fait que notre jeunesse de banlieue, elle s'engage pas. À chaque fois qu'il y a une cause, et toi-même tu sais, Christophe, il y a personne pour manifester, il y a personne pour défendre quoi que ce soit. On parle dans les couloirs, mais on parle entre nous, mais en fait, on s'engage pas. Et là encore, les étudiants. Après, est-ce qu'il faut tout reprocher aux autres, reprocher nos problèmes, de ne pas pouvoir apporter des solutions à nos problèmes? Là, pour les étudiants, on parle des étudiants étrangers. Oui, des étudiants non européens qui occupent quand même une belle place dans les universités aujourd'hui. Pourquoi augmenter le prix? Toi, Christophe, mais est-ce que ces gens-là, ils peuvent pas aussi demander à leur pays, je veux dire, des gens qui viennent du Maroc, de l'Algérie, ces gens-là, il faut aussi que ces États-là prennent en charge leur population. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, bouge pas. Qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur là qui s'interroge et qui met plein de sujets sur la table là? Faiza. Non, mais moi je crois que, c'est pas ça le problème. On sait très bien que la qualité des enseignements et même le prix au Maroc, pour avoir un enseignement de qualité, il faut aller dans une école privée qui est aussi hors de prix et qui ne fournira peut-être pas la même qualité d'enseignement et la même qualité même au niveau des diplômes. Ils sont pas reconnus de la même façon. Vous avez un diplôme qui sort d'une université parisienne et vous sortez d'une université à Rabat. Vous savez très bien que quand vous allez sur le marché du travail, vous êtes favorisé quand vous venez d'une université européenne. Et c'est ce que recherche aujourd'hui la plupart des cadres, des hauts fonctionnaires au Maroc et des gens qui ont atteint des postes à responsabilité. Ils ont fait leurs études en France et ils sont retournés après dans leur pays. Je trouve qu'il faut un peu de l'autocritique. Nadir, je vous suis tous les jours, Christophe. Je trouve que Nadir, quand il s'agit de parler des pays d'origine, je trouve qu'ils sont moins bavards que ses invités. On critique beaucoup la France, mais il faut aussi de vous n'êtes pas capable de faire de l'autocritique, les chroniqueurs du LGF? Vous avez pas tout suivi, hein. Moi, je suis assez critique vers l'Algérie. J'aurais voulu aussi, Christophe, que tu insistes sur le coup du satellite. Ah oui, mais il a pas voulu répondre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas voulu répondre, hein, voilà. On a bien compris que c'était pas un problème d'argent pour le Maroc. Comment? J'ai dit, on a bien compris que c'était pas un problème d'argent, il y avait de l'oseille, donc tout va bien. Oui. Bon. Après, je trouve que Nadir, il a récupéré ça sur de la politique algéro-marocaine. Mais ça, je m'y attendais pas, celle-là. Je trouve qu'il faut qu'on soit autant critique avec les pays d'origine qu'avec la France. Bien sûr, bien sûr. Sur l'engagement, Christophe, quand il s'agit de défendre les Palestiniens, ce genre de choses, il n'y a personne dans les rues, Christophe. On est complètement anesthésié par effort. Ouais. Merci à toi en tout cas, cher ami, pour cette petite remarque qu'on peut entendre, hein, évidemment. Il faut savoir aussi. On peut l'entendre, Christophe, mais il faut aussi, tu sais, c'est comme les gens quand ils vous parlent, par exemple, quand ils polémiquent sur pourquoi vous allez pas défendre les femmes en Iran qui veulent retirer leur voile, leur ça. Il faut aussi comprendre qu'on connaît la situation française sur le bout des doigts et que peut-être que celle du Maroc, même si on est originaire, ou de l'Algérie comme est originaire Nadir, on la maîtrise pas forcément sur les sujets de géopolitique. Donc moi, je m'aventure pas sur les sujets alors ça c'est une manière dégonflée de ce, hein, tu vois, c'est. Non, mais non, tu peux pas. Il y a des choses que tu maîtrises, mais après les tenants et les aboutissants, tu les as pas comme si tu faisais partie de la population. Bien sûr, désolé, le Maroc, on le connaît un mois par an. Moi, je vais pas me commencer. Et en plus, j'ai un passeport à refaire dans pas longtemps. Donc ah oui, t'as pas envie d'avoir des problèmes. Ah ouais, d'accord. Petite joueuse, Faiza. Pourtant, alors par contre, je tenais juste avant qu'on passe au zapping à saluer un petit tweet qui m'a bien fait rigoler. Je crois que t'as fait hier à propos des femmes au volant. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Faiza? Elle est en train de partir en cacahuète en critiquant les femmes au volant. Et alors la chute, elle est juste hilarante. Parce qu'en fait, elle parle d'elle. Donc à chaque fois qu'il y a une galère sur la route et qu'il y a une femme au volant, c'est Faiza. Sur le secteur Nice-Ouest, ouais, c'est souvent. Donc faites gaffe, vous qui habitez dans le secteur de Nice. Si Faiza sort en bagnole, ça peut être dangereux. Il y a des choses qui bougent, quoi, qui sont mouvantes. Les arbres, les poteaux et tout. Des fois, moi, je les regarde et je pense que j'ai un problème du côté droit parce que toutes mes voitures, je les fracasse, mais que du côté droit. Donc je pense que j'ai un œil qui marche pas très bien. Fallait voir un opticien. Voilà. Alain Flelou. La Flelou. Tout est fou. Dans un instant, le zapping pour terminer en beauté cette émission du LGF. On est bien avec Faiza Ben Mohamed, avec Nadir Kaya. C'est l'émission, c'est la famille, les amis. Voilà, on se parle comme dans une famille et parfois dans une famille, il y a des clashs, voilà. Et il en faut parce que avec ça on avance, messieurs dames. On creuse des abcès. Il faut pas laisser s'installer les non-dits, etc. On est là pour parler de tout ce qui va pas et de tout ce qui va aussi. À tout de suite. France
Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Faiza Ben Mohamed, avec Nadir Kaya qui est avec nous et on va terminer messieurs dames par le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, bah, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il s'agit effectivement de ne rien louper de ce qui se passe à la télé, mais aussi à la radio, sur Internet. Et pour commencer ce zapping, sachez-le, le mouvement des Gilets jaunes ont même leurs chansons pour les accompagner. Bah ouais, c'est vrai. Toutes les chansons pro-Gilets jaunes publiées sur Internet. Je mets mon gilet. Celle qui est en train de devenir l'hymne de la mobilisation, la voici. Je suis descendu un 17 en bas de chez moi. Sur un air d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Les gilets jaunes étaient tous là. Un Rennais du nom de Monsieur Sebi comptabilise plus de 2,5 millions de vues. Y'en a trop marre, Brigitte, sérieux, fais quelque chose. Ouais, ça fait pas un peu bof, non, vous trouvez pas? Je te jure, j'étais exactement en train de me dire ça dans ma tête. J'étais en train de me dire, non mais ils ont transformé ce mouvement en un truc de beauf là avec du Goldman, on en a mangé pendant 20 ans, c'est bon. Ouais, ça va finir avec salade, avec une guitare, machin, franchement. Ah ouais. Bah quoi, c'est bien la guitare à la campagne, tu sais, t'as rien d'autre à faire en même temps. Hein. Voilà. Ouais. Alors dans le zapping aussi, il y en a même qui ont compris que les Gilets jaunes, eh bien ça faisait de l'audience à l'image de TPMP hier soir, qui a battu son record d'audience d'ailleurs en recevant des Gilets jaunes, ce qui a agacé, je précise, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Extrait de ce qui s'est passé, Mounir Majoubi, qui a fait une déclaration en disant que c'était scandaleux que Cyril Hanouna n'ait pas apporté la contradiction à ces Gilets jaunes. Extrait. Les revendications, elles sont simples. On veut, ça peut paraître bizarre pour certains, hein, ce qu'on demande, mais c'est la destitution du président. Parce qu'il y a deux boîtes. Président. Oui, ouais. Voilà, vous pouvez pas dire non, mais écoutez bien. C'est pas la rue qui commande. C'est qu'on traverse la rue de l'Élysée pour se trouver un nouveau job. Non, mais non, vous pouvez pas. Il y a deux boîtes. Il y a une boîte dans la France où il y a les riches. Là, je vous dis riches. Et une boîte dans la France où il y a l'humain. Et l'humain dans la politique d'aujourd'hui, il a complètement disparu. Peut pas l'exercice de la démocratie. Bien sûr. Mais justement, quelle est la définition de la démocratie? Mais dites-moi alors. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, mais il a été élu aussi par le peuple. Justement, donc il fait pas son boulot. Donc nous, on estime, nous le peuple, estimons qu'il fait pas son boulot. Donc à partir de ce moment-là, s'il n'est pas capable de faire son boulot, donc pas capable selon vous. Voilà, donc c'était un débat sans fin hier dans TPMP Hanouna et ça a été suivi donc par 1 900 000 personnes hier soir sur C8. Hein, ils tournent aux alentours d'1,4 million, 1,5 million chaque soir. Donc ça, finalement, ça marche de recevoir les Gilets jaunes. Cyril Hanouna. Alors c'est vrai qu'on est passé d'un problème de prix de carburant à maintenant demander carrément la destitution du président. Voilà, c'est un petit peu les nouvelles revendications des Gilets jaunes là. Petit commentaire, on enchaîne. 8, on enchaîne. Ok, on enchaîne. Donc dans ce zapping, invité de quotidien hier soir, tiens. Sur TMC, Yann Barthès recevait Mehdi Mekla. Vous vous souvenez de Mehdi Mekla qui avait fait sensation avec des tweets ultra polémiques à l'époque. Et ben Yann Barthès, il lui a rappelé, histoire de lui rafraîchir un peu la mémoire. Au sujet du premier attentat à la bombe de Charlie, pas l'attentat meurtrier, le premier attentat contre Charlie Hebdo, vous avez écrit « Faudrait que Charlie brûle plus souvent, j'ai gagné 4 followers. Et sinon, j'ai envie de commettre un acte homophobe pour qu'on parle de moi. » Autre tweet. Les noirs, les feuges, ils ont des gros nez. Les blancs doivent mourir as soon as possible. Le nez d'Omar Sy est une cage thoracique. Autre tweet, je m'imagine broyer les couilles de Ruquier avec un hacheur Moulinex. Suis-je un pervers? Polonie serait plus belle sous une burqa. Et celui sur les Césars et les Juifs et Hitler, je peux pas le dire. Aujourd'hui, là, 2 ans après, est-ce que vous comprenez pourquoi vous les avez écrits? Déjà, je comprends que ces tweets blessent. C'est inéluctable, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à j'ai envie de dire à la douleur. Vous vous excusez auprès de ceux que ça a pu Oui, je me suis excusé déjà dès le premier jour de cette affaire. Je pense que effectivement, quand on s'appelle Mehdi, aujourd'hui en France, il n'est pas facile de s'excuser parce qu'il y a forcément une suspicion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est arabe ou noir en France, effectivement, il y a une forme de suspicion dans l'air. Il y a quelque chose qui fait que il est très très facile d'enfermer cette personne dans son identité. Voilà, donc Mehdi Mekla qui était l'invité de Yann Barthès hier sur l'émission Quotidien. Voilà, donc pour il s'est expliqué sur ses tweets. Alors toi, qui utilises beaucoup Twitter, Faiza, tu vas pas jusque là quand même? Jamais de la vie, non, jamais sur ce terrain-là. Surtout après, moi je suis un peu, j'ai un avis mitigé là-dessus, c'est que
trouve ces tweets absolument écœurants et inacceptables. Mais après, la polémique qui en a suivi, elle est tout aussi écœurante parce que il a été cloué au pilori. Alors on était après les attentats dans un et en fait je pense qu'il a servi de fusible pour les membres notamment du Printemps républicain qui se sont acharnés sur lui parce qu'en fait ils ont trouvé celui qui a fauté. Ils n'ont pas réussi à abattre l'un d'entre nous. Alors que ce soit Ménel, que ce soit Yacine Bellatar, tu vois tous ces militants qui ont été pris pour cible et dont je fais aussi partie, ils ont réussi à tuer personne pour l'instant, et Mehdi Meklat, pour l'instant, ça reste leur seule vraie victime. Alors juste, on est super en retard, mais je voulais juste vous passer ce dernier petit extrait dans le zapping, c'est très court. Il n'est pas facile d'être reporter sur le mouvement des Gilets jaunes en ce moment, jusqu'à se prendre un œuf sur la tête. C'est ce qu'a subi un journaliste de BFM TV. Écoutez plutôt, c'est rapide. Puisque à de nombreuses reprises, eh bien... On va vous reprendre dans quelques instants. La visite, voilà, il s'est pris un œuf sur la tête, donc le journaliste qui a dit d'ailleurs qu'il va porter plainte, c'est ce qu'il a indiqué aujourd'hui. Voilà, donc faites attention vous journalistes, Faiza, donc de ne pas prendre un œuf, ça peut être très ennuyeux quoi. Non, voilà. C'est n'importe quoi, franchement. Je comprends pas qu'on puisse s'en prendre comme ça. C'est un coup de beauf encore, de trucs d'idiot, ça. C'est vraiment des démarches dégoûtantes. Bon, on a bien compris que tu seras pas là samedi à Paris, Faiza, ni à Nice, ni ailleurs, pour soutenir les Gilets jaunes, hein? Non, c'est bon. Les Gilets jaunes, c'est fini pour moi. Bon, très bien. Démissionne. Tu démissionnes, très bien. En tout cas, tu démissionnes pas du LGF. On te donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, cher Faiza. C'est ça, mercredi prochain. Bon. Nadir, merci beaucoup. Nadir Kaya. Merci à toi, merci à tous. Et puis, reviens vite aussi, toi. Hein, bien sûr, on compte sur toi. Demain, Yasser Louati, Razik Métiche sur France Maghreb 2. Passez une excellente soirée. Oula, j'ai encore fait fort ce soir, 18h04. Ah oui. Eh oui, voici le flash de Marine Garel, juste avant de retrouver DJ Nabil dans un instant. Marine, bonsoir. Bonsoir à tous. D'importantes perturbations en ce moment sur l'île de la Réunion. 30 membres des forces de l'ordre sont blessés, un aéroport fermé. Nous ne pouvons accepter les 2 personnes décédées, ni les propos racistes, antisémites ou encore homophobes. Déclaration du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Aujourd'hui, 7000 gilets jaunes encore sont mobilisés, notamment sur les autoroutes A64, entre Tarbes et Pau, A7 entre Orange et Montélimar, ainsi que sur l'A10 qui est toujours coupée au péage de Virsac en Gironde. Plus de 70 plaintes ont été déposées dans le Maine-et-Loire pour blessures involontaires à la suite d'intoxication aux pesticides à base de métham-sodium. La plupart des plaintes font suite à un accident le 9 octobre à Brain-sur-Lotion, à l'est d'Angers. Ce jour-là, 61 personnes avaient été intoxiquées, souffrant d'irritation des voies oculaires et respiratoires. L'accident avait provoqué 17 hospitalisations. Le métham-sodium est interdit depuis début novembre par les autorités sanitaires. Theresa May sera reçue aujourd'hui par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en amont du sommet spécial qui va réunir dimanche les dirigeants des pays de l'Union européenne. Avant de gagner Bruxelles, la dirigeante a une nouvelle fois affronté les questions des parlementaires qui devront ratifier tout accord. La famine pourrait avoir tué jusqu'à 85 000 enfants de moins de 5 ans depuis l'intervention de la coalition militaire conduite par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en mars 2015, selon un rapport de l'ONG publié aujourd'hui. La mairie de Paris a lancé aujourd'hui de nouvelles actions pour lutter contre les actes LGBT-phobes après plusieurs agressions survenues ces derniers mois dans la capitale. Ce plan de lutte comprend le versement de 100 000 € d'aide supplémentaire dès la fin de l'année, la création d'un observatoire et la mise en place de documents non genrés. En sport football, la France termine l'année 2018 par un succès 1-0 contre l'Uruguay, un but d'Olivier Giroud sur penalty. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.